Bonjour les Nuréens, soyez les bienvenus sur votre média. Je suis très heureux de vous retrouver sur www.nurea.tv. Je suis Guillaume et vraiment c'est un grand plaisir de vous revoir cet été pour une nouvelle émission en compagnie d'une invitée que nous avions eu le plaisir d'accueillir sur notre antenne il y a déjà quelques semaines. Il s'agit bien entendu de Stéphanie Del Regno. Stéphanie Del Regno, pour vous la représenter en quelques mots, elle est la fondatrice des éditions La Vallée Heureuse et des éditions Sibylline. Et aujourd'hui, elle vient nous parler d'un sujet particulièrement mystérieux, le Codex Gigas, un sujet sur lequel elle a écrit un roman que vous voyez sur ma gauche. Et donc je suis très heureux d'accueillir Stéphanie Del Regno sur Nurea TV. Bonjour Stéphanie, sois la bienvenue parmi nous. Bonjour Guillaume, merci. Merci de ton invitation. Écoute, c'est un grand plaisir de t'accueillir à nouveau après notre dernière émission que nous avions faite tous les deux sur les Dames Blanches. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un autre sujet presque tout aussi mystérieux, un livre légendaire, énigmatique, le Codex Gigas. Alors ce livre, t'as donné l'occasion à toi d'écrire un second livre qui traite de ce sujet. C'est un roman. Je fais un petit partage d'écran sur la couverture de ce livre. Il s'intitule tout sobrement Codex Gigas. Est-ce que déjà tu peux nous dire quelques mots sur ce livre? Quand est-ce qu'il est sorti? Et qu'est-ce qui t'a motivé toi à t'intéresser à ce sujet? Alors ce livre est sorti au mois de novembre. Donc je me suis essayée au roman. Donc c'est un thriller ésotérico-médiéval en fait. L'idée m'est venue, enfin elle s'est imposée à moi il y a quelques années. En pleine nuit, je regardais RMC Découverte. Et je suis tombée sur un reportage qui traitait de la Bible du diable, le fameux Codex Gigas, donc, que je ne connaissais absolument pas. Et j'étais complètement subjuguée par cette histoire, par cette légende, d'autant qu'il y a eu quand même des études scientifiques assez rigoureuses effectuées sur ce codex. Et moi, j'étais en train de faire mes Dames Blanches ou Lilith. Enfin, voilà, j'étais dans d'autres projets. Et j'avais gardé ça dans un coin de ma tête. Le lendemain du visionnage du documentaire, je suis allée un petit peu fouiller, voir s'il y avait d'autres infos, quelque chose, mais bon, c'était un petit peu pauvre. Donc j'ai laissé ce projet un petit peu dans un coin de ma tête. J'ai terminé moi les miens de mon côté, et puis quelques années après, je suis revenue dessus. Donc j'ai continué, j'ai repris mes recherches. Là, j'ai vu que la bibliothèque de Stockholm avait numérisé tout le contenu, tout le corpus du codex. Et là, je me suis dit, c'est bon. On peut y aller, on a assez de matière pour écrire un livre dessus. Alors ce livre, toi, tu l'as présenté sous une forme de roman. Donc ce n'est Oui. pas un livre à vocation documentaire. Mais quand même, on sent bien à la lecture du roman qui est super agréable à lire. Je préfère le dire tout de suite. Moi, je l'ai dévoré presque en une traite. On sent quand même que le roman est documenté de manière assez importante et que c'est pas un roman qui est écrit au hasard où tu extrapoles tout ce qui entoure cette histoire au niveau des pratiques religieuses, au niveau de l'époque qui est concernée et au niveau des infos qu'on a sur l'histoire de ce Codex Gigas. Ben, c'est un roman historique, hein, toujours pareil. Tous les lieux sont vrais, les événements sont vrais. Après, moi, j'ai créé mes personnages. Le personnage central, Herman le Reclus, dont on va parler tout à l'heure, hein, c'est un personnage historique. On pense qu'il est l'auteur du fameux codex. Lui, je me suis centrée sur lui. Il m'a intriguée dès le départ. Mais après, tout l'environnement est vrai. Je te dis là, les événements, les faits historiques sont vrais parce qu'en plus, cette période correspond au tout début de l'Inquisition. On pense qu'il a été écrit entre 1223 et 1229 ou 1230. On est en 1229 à Toulouse, il y a eu le fameux concile où on était vraiment aux prémices de l'Inquisition. Après, Herman le Reclus, c'est un moine bénédictin, donc on peut penser qu'il est allé aussi à Rome faire un petit peu ses armes avec un maître, on peut dire ça comme ça. Donc après, tout est vrai. Là-bas, dans son village en Bohême, bon, maintenant il n'existe plus grand-chose, hein, son monastère n'existe quasiment plus, donc j'ai fait mes recherches aussi. Après, ben, merci Google View et Google Street, hein, parce qu'on a la possibilité de se déplacer
facilement et rapidement. Mais par contre, voilà, je te dis tout ce qui est dans ce roman, je me suis servi des faits historiques, des faits géographiques pour construire ma version à moi de cette légende du Codex Gigas. Alors avant qu'on s'attarde sur cette légende du Codex Gigas et sur toutes les caractéristiques de ce manuscrit-là, un petit mot sur les éditions sibyllines, puisque ce roman est sorti sur les éditions sibyllines. Nora et moi, on a découvert ton travail à travers les éditions La Vallée Heureuse. On a eu la chance de t'accueillir toi pour le livre des Dames Blanches. Il y a Franck Morin notamment qui édite également ses livres chez toi. Il y avait Sébastien Denis qu'on avait accueilli sur les artefacts. La Vallée Heureuse, on est dans des livres documentaires, Ouais, qui ne sont pas des fictions. Et du coup, ces éditions sibyllines, c'était une envie de passer sur des formats romans, mais qui abordent quand même ce type de thématique. j'avais très envie depuis très longtemps de publier aussi du roman, mais je voulais pas tout mélanger parce qu'avec La Vallée Heureuse, on est sur de l'historique, enfin du documentaire historique et scientifique, du paranormal, de l'ésotérisme. Donc on est vraiment dans du partage de connaissances pur et dur. Et moi, je suis une grande dévoreuse de romans. Ça nous évade, on en a besoin. Et ça faisait quand même assez longtemps que j'avais envie de publier aussi du roman. Et donc, j'ai créé les éditions sibyllines au mois de septembre. Donc, on a publié pour l'instant 3 ouvrages. Il y en a d'autres qui sont en préparation. On a commencé par Coupe amère, qui est un polar sur fond de franc-maçonnerie et d'art divinatoire. Donc, on reste quand même Dans l'ésotérisme. dans les eaux. Voilà. Ensuite, donc, il y a eu le Codex. Et puis, au mois de mai, on a sorti un space opéra qui s'appelle Héroïcis. Donc, où c'est l'histoire d'un personnage qui revient et avec une seule âme, pardon, Je t'en et qui prie. se réincarne régulièrement et qui vit plusieurs vies dans plusieurs époques différentes. Donc on va avoir Gilgamesh, on va avoir la reine de Saba, on va avoir plusieurs personnages historiques aussi comme ça. Voilà, donc on se fait plaisir avec le roman. D'accord, donc amis lecteurs, maintenant vous avez 2 maisons d'édition. La Vallée Heureuse avec des ouvrages dont on n'a plus à présenter la qualité et l'intérêt que nous on porte à ces travaux-là. Et puis pour ceux qui aiment le format roman aussi, les éditions sibyllines. Il y a un site internet pour les éditions sibyllines. Oui, c'est www.édition-sibylline.com. Voilà les amis, si vous êtes friands de romans ésotériques bien documentés, vous savez où vous rendre. On va attaquer maintenant, rentrer dans le vif de notre sujet, le Codex Gigas. Je fais un petit partage d'écran sur ce livre. Alors Codex Gigas, déjà tout simplement, Codex Gigas, si on traduit, c'est le livre géant. Ouais, c'est ça. Ses caractéristiques physiques, si je puis dire, est-ce que tu peux nous en toucher 2 mots parce qu'on n'a pas affaire à un livre de poche cette fois-ci. Alors non, c'est pas un livre de poche, c'est le plus grand livre qui nous est parvenu depuis le Moyen Âge. Alors, sachant qu'à l'époque, c'était assez courant, ces dimensions-là que je vais vous donner. Il faisait 97 cm de hauteur, 50 cm de largeur, 22 cm d'épaisseur, et au niveau du poids, il faisait plus de 75 kg. Ça Voilà. commence à Mais faire du c'était bon commun livre. quand même à l'époque. C'était Ouais. courant. Est-ce qu'on a affaire, en termes de livres religieux, Mm. à un livre hors norme ou il y a d'autres livres qui étaient dans ces dimensions-là, qui étaient aussi imposants? Alors là, il faut savoir qu'on est au XIIIe siècle, mais c'était vraiment courant au XIe et XIIe siècle. Là, la particularité de ce manuscrit, c'est qu'il regroupe toutes les connaissances acquises et connues du XIIIe siècle, mais surtout, il a été rédigé en un temps record C'est et par une seule personne. c'est ce qui fait sa grande particularité et toute la légende Ouais. qui entoure ce livre. En termes de pages, il compte combien de pages ce livre? Alors, on est à 626 pages. 626 pages, donc elles sont toutes écrites recto verso, elles sont enluminées. On va avoir des pages, alors, il est essentiellement écrit en latin, mais on va avoir des passages en grec, des passages en hébreu. On va avoir aussi des alphabets slaves, hein, parce qu'en fait, ce codex Gigas
est originaire d'un village en Bohême qui s'appelle Podlasis. Et Très bonne prononciation. Alors ce que je vais voilà. faire, je vais partager une petite carte pour que nos amis situent eh ben, le lieu exact. Voilà, la carte apparaît à l'écran. Donc c'était dans un monastère, dans la ville de Podlazice. Je sais pas si je le prononce mieux que toi, au moins j'aurais essayé. Donc c'était à l'époque on appelait ça la Bohème, enfin, ça s'appelle toujours la Bohème, mais maintenant, République tchèque maintenant, plus loin. maintenant voilà, c'est dans le pays République tchèque. Vous voyez sur la carte à peu près où a été rédigé ce manuscrit. Euh, Au niveau du contenu, donc tu nous disais, il y a des alphabets divers. On a du latin, de l'hébreu, du grec, alphabet cyrillique, même de Hum. l'alphabet glagolitique. Alors là, j'ai appris un mot en lisant ça sur plusieurs sites internet. Et c'est déjà très curieux, puisque comme tu nous l'as laissé entendre tout à l'heure, c'est une seule personne qui serait à l'origine de la rédaction de ce livre. Donc une seule personne qui maîtrisait tous ces alphabets et tout ce savoir-là. Ouais. Oui, il faut savoir que à cette époque-là, au Moyen Âge, quand les moines, les scribes, rédigeaient comme ça des manuscrits complets, donc souvent religieux, comme ils étaient enseignants, donc il y avait vraiment toutes les connaissances à l'époque, notamment médicinales, ils étaient à deux ou trois scribes en fait pour rédiger un codex. Là, on pense qu'il a été seul. Il a été tout seul. Et le codex, ce codex-là, renferme donc l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, les antiquités juives et la guerre des Juifs de Flavius Joseph, l'éthologie d'Isidore de Séville, les œuvres médicales d'Hippocrate, de Théophile et d'autres savants, des confessions. Il y a pas mal de choses et notamment encore des incantations, des textes de Cosmas de Prague, un calendrier, une liste des éventuels, enfin on pense que ce sont les bienfaiteurs en fait du monastère et surtout en plein milieu de ce codex il y a une enluminure donc d'où sa légende et d'où son nom la Bible du diable parce que l'auteur a à représenter en fait une illustration, enfin le diable de plein pied. Et cette illustration n'est pas commune parce qu'en général le diable est représenté avec, il est jamais seul, il est toujours avec une horde de serviteurs. Là, il est tout seul et c'est comme s'il était emmuré. Lui, il était emprisonné dans une cellule. Et donc c'est la page 290 recto, si je ne me trompe pas, du codex. Et en vis-à-vis, le scribe en fait a dessiné la Jérusalem céleste, donc c'est comme si c'était pour conjurer le sort. En gros, Voilà, et derrière donc une incantation. sur la même double page, on a à droite une représentation du diable et à gauche une représentation du paradis. C'est comme si Paradis, ouais. comme si on opposait le bien et le mal Toujours pareil, de manière assez le combat manichéenne sur la éternel. double page. D'accord. Et donc ce livre serait daté du XIIIe siècle. Ouais. Euh, la date on l'estime à 1229. Alors Qui- entre 1223 et 1229, D'accord. d'après les datations qu'on a pu faire. Avec les repères historiques qu'on peut repérer dans le livre, c'est sur cette partie-là qu'on l'a daté. Et c'est là que ça devient étrange. Donc, on parlait de ce Hermann le Reclus, mais on va revenir sur lui. Mais pour l'instant, laissons un grand point d'interrogation sur l'auteur de ce livre. Quand les chercheurs, les scientifiques, les calligraphistes s'intéressent à l'ouvrage, on s'aperçoit que tout porte à croire qu'une seule personne a œuvré sur la rédaction de ce livre. Ben, oui, c'est ça, parce que ce livre, ce codex, on va parler plutôt de codex, hein, parce que c'était le terme à l'époque, et puis voilà, il était tellement imposant et puis tout écrit à la main, donc c'est vraiment un codex. C'est curieux parce que ça fait très très longtemps qu'il est exposé à la bibliothèque de Stockholm, en Suède, mais on s'y est intéressé qu'il y a quelques années seulement. Donc c'est comme s'il était un petit peu sorti de l'oubli. Et il y a une équipe de 4 spécialistes en fait qui se sont intéressés à lui. Ce qui leur a mis la puce à l'oreille, c'était la régularité de la calligraphie.
pour un codex comme ça, sachant que bon, il fait 90 cm de longueur, c'est vraiment c'est énorme. D'autant que avant d'écrire, les scribes, pour que l'écriture soit la plus parfaite possible, ils quadrillaient toutes les pages de Vélin. Donc ça, déjà, ça prend beaucoup de temps. Après, il faut recopier, mais il y a aussi toutes les enluminures à faire. Et les enluminures sont souvent colorées. Donc tu as toutes les pigmentations, toutes les encres à créer. Et là, déjà, au premier coup d'œil, les experts se sont dit, mais en fait, on dirait que c'est l'œuvre d'une seule personne parce que tout est, les lettres sont faites de la même manière. Par exemple, les G, avec le jambage ouvert, ça, vraiment, ça les a frappés. Et ben, les G sont les mêmes de la première page à la dernière. Et donc, à partir de là, ils se sont réunis, puis chacun avait sa propre spécialité, et chacun a décidé d'étudier vraiment de très très près ce manuscrit. Donc, dans l'équipe, on a Christopher de Hamel, qui est bibliothécaire à l'université de Cambridge. On a Michael Gulick, qui est paléographe. Donc, lui, il a fait un super travail. On a Peter Stanford, qui est spécialiste du diable. Donc voilà, il a contribué lui aussi par ses connaissances à nous faire comprendre le message de ce codex. Et Anna Wolodarski, qui elle est conservatrice à la Bibliothèque nationale de Stockholm. Mais c'est vraiment le travail de Michael Gulick qui, moi, m'a marqué. Donc lui, en tant que paléographe, il a essayé de reproduire en fait le travail de ce scribe. Et pour lui, donc écrire une ligne, ça lui prenait 20 secondes. Il a compté toutes les lignes, toutes les colonnes, toutes les pages. Donc il en a déduit que, en comptant le marquage, donc la grille de départ, plus les enluminures, plus la rédaction, il y avait un travail de 20 ans, voire 25, voire 30 ans sur ce manuscrit, sur ce codex. Et c'est là qu'on approche le mystère, puisque si les recherches effectuées dessus nous disent que vraisemblablement c'est une seule personne qui a rédigé ce manuscrit et que le temps de travail estimé est de 20 à 25 années, on peut imaginer déjà au XIIIe siècle des conditions de vie qui sont différentes, même si on est dans un monastère et que les moines ont des conditions de vie pas confortables, mais d'un point de vue santé plutôt bonnes. Mais on peut imaginer que sur 25 ans, si moi aujourd'hui je commence à écrire un livre et que je le finis dans 25 ans, mon écriture va évoluer. Avec le temps, je pense que l'écriture change. Mes conditions physiques vont évoluer aussi. Je vais peut-être être malade, je vais vieillir. Il y a des jours où je serai stressé, d'autres moins. Et du coup, mon écriture va s'en ressentir. Or là, ce n'est pas le cas. Non, c'est pas du tout le cas. Et c'est ça qui est assez impressionnant, c'est que nous, en vieillissant, on a le geste qui perd en précision. On a souvent la vue qui baisse. Euh, et puis, comme tu dis, enfin, on va avoir des jours où on n'est pas en forme, donc on va un peu plus mal écrire que d'autres, on va moins s'appliquer. Et sauf que là, tu prends la première page, la première lettrine jusqu'à la dernière page, tout est parfait. Et les lettres sont identiques et ils sont allés aussi étudier les pigments parce qu'à cette époque-là, chaque scribe se fabriquait sa propre encre. Donc il y avait deux façons de préparer les pigments, donc soit à base de nids d'insectes et d'insectes, soit à base de métal. Et là, les pigments utilisés sont les mêmes sur tout tu parcours le livre du début jusqu'à la fin, c'est exactement les mêmes pigments, donc faits à base de nids d'abeilles, de nids d'insectes, pardon, sachant que chaque scribe avait la possibilité, chaque moine copiste avait la possibilité de choisir son propre procédé de fabrication, sa propre encre. C'était pas imposé par le monastère dans lequel ils étaient, quoi. Donc là, outre la calligraphie qui laisse apparaître une homogénéité sur toute l'œuvre, les pigments utilisés sont également les mêmes Ouais. de la première à la dernière page du Codex Gigas. Oui, voilà. Donc tout ça, ça fait penser que c'est une seule et même personne qui a rédigé cette œuvre. D'accord. Sur une durée, on le répète, estimée à 20-25 ans.
Ouais, entre 20 et 30 ans. 20 et Entre 30 20 et ans. 30 ans, si nous on fait ça aujourd'hui, sachant que nous maintenant, enfin on a les stylos billes, eux c'était c'était des plumes, hein, donc il fallait à chaque fois qu'ils rechargent leurs plumes tous les je sais pas combien de lettres, donc ça prenait énormément de temps. Et sachant qu'en plus ils s'éclairaient à la bougie, donc ils pouvaient pas travailler aussi non plus autant que nous, ils n'avaient pas les conditions qu'on a aujourd'hui. Voilà, c'est un travail estimé entre 20 et 30 ans. Donc on l'a vu, 20 à 30 ans de travail, une seule Ouais, personne sur l'ouvrage. ouais, Là, on arrive sur une équation mystérieuse. ouais, Comment une seule personne, en 20 à 30 ans, a pu écrire cet ouvrage de manière homogène, ouais. et de manière à laisser penser que ça a été fait dans un temps peut-être, je dis bien peut-être, beaucoup plus rapide, qui n'aurait pas eu laissé l'empreinte du temps sur la qualité et les caractéristiques de l'écriture de ce livre. Et là, du coup, on arrive sur l'histoire d'Hermann le Reclus. Ouais. Comment elle apparaît, cette histoire d'Hermann le Reclus? Quels sont les indices qui peuvent attribuer la rédaction du livre à ce personnage? Alors c'est un petit peu flou autour d'Hermann. Tout à la fin du codex, avant le calendrier, il y a la liste donc des contributeurs, des gens qui se sont. Alors déjà il y a la liste des moines qui étaient dans ce monastère là-bas. Et il y a la liste des espèces de mécènes, en fait, des personnages, donc ce sont des personnages historiques souvent, ou des familles riches des alentours qui ont donné de l'argent, en fait, qui ont fait des donations à ce monastère. Et on a ce nom enfin, Hermanus Inclusus, en fait, qui revient. Et les experts, tous ceux qui se sont penchés sur ce dossier, eux, en fait, ont attribué la rédaction de ce codex à Hermanus Inclusus, donc dit Hermann le Reclus. Hermann le Reclus. Et à partir de là, quand on va regarder sur Internet Hermann le Reclus, on trouve pas grand-chose. Il est tout relié au codex Gigas. Mais il y a toute une légende qui s'est créée à cause notamment de ce portrait en pied du diable, de la page 250 ou 290. Voilà, là, à partir de là, la légende s'est construite, en fait. Et donc, on a attribué donc, ce codex à Hermanus en lien avec ce diable. D'accord. Alors, c'est vrai qu'il y a cette page du diable qui est assez marquante, ne serait-ce que là, on le voit s'afficher à l'antenne. C'est une représentation du diable qui est assez peu commune. Ouais, Elle est assez surprenante. Et puis il y a ce nom, Hermann le Reclus. Euh, Reclus, effectivement, ça colle bien avec la légende qui suit le personnage. Reclus, enfermé. Enfermé pour quelle raison? C'est là tout l'objet du livre que toi tu as écrit, du roman que tu as écrit sur ce codex. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur la manière dont toi tu as imaginé la vie d'Hermann? Encore une fois, là, c'est l'approche romancée, appuyée sur les sources que tu as pu trouver. Herman, pour moi, enfin, c'est comme si il m'avait investi. Parce que ça faisait des années que j'étais obsédée par cette légende et que je faisais mes recherches et je voulais absolument savoir euh, pourquoi. Parce que la légende dit qu'en fait, il a été condamné à mort, à être emmuré vivant. Donc, apparemment, il a commis un péché, mais lequel, on ne saura jamais. Et je sais pas, je me suis sentie connectée en fait avec ce personnage, avec cette histoire, et surtout, je me suis sentie proche du combat intérieur qu'il a dû vivre entre lui en tant que moine, donc personnage éclairé, et puis ce diable à qui il se confronte. Et c'est vraiment ce combat intérieur et qui est typiquement humain. Voilà. Donc moi, ça m'a beaucoup intéressée, et d'autant plus qu'il a représenté le diable tout seul, qui porte un pagne en hermine, donc c'est un signe de puissance. Donc on voit bien quand même que enfin, c'est contradictoire, parce qu'il le montre tout puissant, mais en même temps il enferme à ce diable. En face, il met la Jérusalem céleste. Derrière, il va mettre des incantations pour se protéger du diable. Donc là, c'était vraiment tout ce duel éternel, en fait,
combat éternel du bien contre le mal ou du mal contre le bien, on dit comme on veut, et qu'on a tous, je pense, enfin, beaucoup on a au fond de soi, et c'est cet éternel combat quoi, qu'on vit au quotidien en tant qu'être humain. Et puis voilà, et puis Herman, je te dis, moi, il m'a complètement investi en fait. Donc l'histoire s'est déroulée, elle s'est imbriquée toute seule. En fait, je l'ai écrit très vite, ce livre, et voilà, ça s'est fait, ça s'est fait tout seul. Quelques recherches géographiques pour être le plus juste possible, quelques dates historiques pour être aussi le plus juste possible. Mais après, tout le reste s'est imbriqué. Enfin, ça s'est écrit tout seul. On sent quand même à la lecture du livre, encore une fois, on le reprécise, on a affaire à un roman, mais sur les pratiques religieuses, sur l'organisation ecclésiastique de l'époque, les rapports entre le Vatican, les couvents, la hiérarchie dans l'Église, l'ascenseur social au sein de Ouais, l'Église, comment on passe, oui, comment on devient chef d'un couvent à archevêque ou évêque, etc. On sent ouais. quand même que tu as une connaissance assez approfondie de ce milieu-là. Ben, oui, oui, ça fait quelques années quand même que j'étudie tout ça, et je m'y intéresse énormément. Parce que, qu'on le veuille ou non, ça fait quand même partie de notre tradition, de notre culture. Mais voilà, tout en prenant du recul par rapport à tout ça, parce que je suis apostasiée, euh, et ben c'est quand même, ça a fait tourner le monde pendant beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et puis moi, cette période du Moyen Âge où la religion avait un gros, gros, gros impact dessus, mais moi, ça m'intéresse beaucoup, et je cherche justement à comprendre ces choix qui ont été faits, ces choix de vie qui sont souvent très lourds de conséquences aussi derrière, ou c'est du don de soi aussi. Donc voilà, c'est un sujet, ouais, auquel je m'intéresse beaucoup depuis très longtemps. Et puis oui, cette légende d'Hermann a le don de nous rappeler que bien que retranché du monde et dans une tentative de contact permanent avec le divin, avec le fait religieux, les hommes d'église n'en sont pas moins des hommes qui sont également en prise avec le mal. Et les Ouais, Hermann, on voit que c'est typiquement ce que tu disais tout à l'heure, ce combat permanent ouais, entre le bien et le mal. Alors la légende d'Hermann, pour la resituer et bien comprendre ce qui se serait passé pour ce moine. Donc il a été puni dans son couvent mm, et menacé d'être emmuré dans oui, sa cellule. Et oui. donc lui, pour tenter de se sauver de tout ça, qu'est-ce qu'il propose à son chef religieux? Ah. Alors, pour sauver sa vie, hein, parce qu'il a eu très peur quand il a été, quand la sentence est tombée, il a supplié son supérieur de lui laisser la vie à la condition qu'il lui écrive le plus gros et le plus complet des codex jamais écrits jusque-là. Rien que ça. Voilà, c'était en une nuit. Et en une nuit. Il lui a demandé de lui laisser une nuit pour accomplir ce travail gigantesque. Et son supérieur, lui, savait que Tonnerre, il n'y arriverait pas parce que c'est absolument impossible. Donc il a dit oui, 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 oui. Et sauf que le lendemain matin, il avait le codex sur son bureau. Et donc Herman, alors dans le livre, et puis j'ai lu ça sur d'autres sources, aurait commencé à rédiger le livre sur de lui, et puis arrivé à une partie de la nuit, se rendant compte que la tâche était impossible, aurait fait appel au malin Ouais, pour faire un pacte avec lui, comme l'auraient fait certains musiciens par exemple à la croisée des chemins, sauf que là on lui a pas appris à jouer de la guitare comme Jimi Hendrix, le diable serait intervenu pour lui donner la capacité de finir son livre dans la nuit, mais avec le malin il y a toujours une contrepartie, on sait c'est ouais, laquelle, c'est ce qu'il y a de plus précieux en nous. Le malin lui demande de céder son âme en échange. ouais. C'est exactement ça. Il a commencé. En fait, Herman, on sait qu'il a été condamné à mort. Donc, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de genres de condamnation à mort. Et puis, une des pratiques les plus courantes, c'était d'être emmuré. Voilà. Donc, sans être alimenté, sans boire pendant plusieurs jours, puis on mourait comme ça. Euh, Lui, donc pour être condamné à mort,
il faut avoir commis des péchés mortels. Donc moi, c'est ce que j'ai cherché, parce que là, on n'est pas du tout dans les 7 péchés capitaux qui ont été classifiés par Thomas d'Aquin. Là, les péchés mortels sont des péchés qu'on estime avoir été commis volontairement, sciemment, voilà, en tout état de cause. Et là, notamment, il y a les violences, il y a l'adultère qui est perçu comme péché mortel, il y a le meurtre et il y a le vol important. Et donc, lui, il était en tant que moine, je me suis dit, bon, un vol important, ça va pas être condamné à mort pour un vol important en tant que moine, je vois pas ce qu'il aurait pu voler. Adultère, il n'est pas concerné. La violence, bon, on est dans un monastère quand même, on est censé être dans un endroit de quiétude, donc ça m'a pas non plus parlé. Donc moi, je suis partie sur le meurtre. Et donc quand il a commencé à rédiger ce codex. Donc, il a démarré. Donc, c'était à la tombée de la nuit. Hein, c'est quand il a été, au moment où il a été condamné à mort. Donc, il s'est mis tout de suite. Donc, il est reparti au scriptorium pour aller chercher tout le matériel dont il avait besoin, parce qu'il s'est enfermé dans sa cellule hein, pour accomplir son travail. Il était allé chercher toutes ces feuilles, ces encres, les pigments nécessaires à l'encre, tout le matériel. Et puis il a commencé à rédiger. Vers minuit, il s'est rendu compte qu'il n'était même pas arrivé à la moitié de son travail. Donc là, il restait que quelques heures jusqu'au lever du soleil. Et là, la seule personne ou la seule énergie qui peut nous aider dans ces cas-là, c'est le diable. Voilà. Donc il a appelé le diable. Le diable, il se présente toujours. Il a passé un pacte avec le diable. Donc, en échange de son aide pour finir le codex Gigas, il lui vendait son âme. Donc, le pacte a été conclu entre les deux en plein milieu de la nuit. Et effectivement, quand le soleil s'est levé, le codex était prêt. Il était sur le bureau du supérieur. Voilà, tout était prêt, il était relié, il y avait les armatures qui étaient faites, tout était parfait, tout était terminé. Grâce à l'aide du diable. Alors, du coup, cet objet, assez étrangement, c'est un objet qui a été admiré au sein de l'Église. J'ai même lu sur certains sites, on parlait à l'époque de 8e merveille du monde. Oui. Donc c'est devenu un bien précieux. Oui. Ce qui est assez paradoxal, quand on sait le contenu du livre, cette fameuse, je la remets à l'antenne, cette fameuse représentation du diable, et puis la légende qui entoure, mais peut-être qu'à l'époque, cette légende-là n'était pas de mise et qu'elle est venue bien après. Elle s'est construite sur la durée, parce qu'après, pour finir avec Arman, il est devenu fou. Et, de son pacte avec le diable, ça l'a rendu complètement fou, il a imploré la Vierge Marie, mais il était perdu. Donc il est mort, voilà, il est mort, il était jeune pourtant, parce que ça, on a à peu près sa date de décès, donc il est mort quelques mois après avoir, même pas quelques jours après avoir rédigé le codex. Je crois qu'il avait 27 ans, quelque chose comme ça, il a rejoint le club des 27, hein, qu'on connaît. Le fameux club des 27 avec Hendrix, Cobain, voilà. Janis Joplin et j'en passe. Exactement. Voilà, donc c'était un petit peu l'âge aussi canonique. Et donc à la suite de ça, il y a un monastère à côté qui a souhaité le récupérer, parce que cette œuvre a fait... en fait, tout le monde en a parlé, tout le monde a dit, voilà, on a chez nous un codex Gigas qui regroupe qui compile toutes les connaissances jamais acquises, jamais connues de notre siècle. Et ça a été une prouesse, parce qu'il a été rédigé par une seule personne en une seule nuit. Donc ça a fait le tour. Donc tous les monastères alentours se l'arrachaient, le voulaient, parce que c'était pour eux... signe de prestige et d'honneur. Voilà, c'était un honneur d'avoir ce codex chez eux. Donc, alors pour rappel, parce qu'en fait, il a pas mal voyagé en fait, hein, ce codex. Donc, j'essaye juste de me retrouver les dates pour pas dire de bêtises. En plus, il a été annoté.
Il a été annoté à plusieurs reprises, hein, par les différents propriétaires. Il y en a qui ont rajouté des infos, qui ont mis des petits ajouts, des fois cachés. Alors là, j'ai une page, par exemple, que... Alors toi, tu ne peux pas la voir pendant que je la diffuse, mais on voit effectivement qu'il y a des parties qui semblent avoir été rajoutées, qui sont Ouais, assez rares sur les pages du codex. Mais effectivement, on peut imaginer au fil des siècles, des rajouts ont été faits. quelques années après la mort d'Hermann, le reclus, en fait, le monastère s'est retrouvé ruiné. Donc, c'est le monastère d'à côté, ce sont les moines cisterciens, parce que juste ce que je voulais rajouter, c'est que le monastère, la communauté d'Hermann étaient des moines bénédictins. Donc, ils suivaient rigoureusement la règle de Saint-Benoît, voilà, qui était à 7. Donc ce sont les moines cisterciens du monastère de Sezlec à côté, là, près de Prague, qui ont récupéré ce codex, mais ils ont été touchés par une épidémie de peste noire. D'accord. Donc en fait, c'est pas trop tant un honneur en fait, hein, d'avoir ce C'est codex. pas ce qu'on pourrait appeler une patte de lapin. Exactement. Donc après, on a voulu renvoyer le codex chez lui, donc au monastère bénédictin. Mais c'est le monastère de Brémov qui l'a racheté en 1295. Alors après, je n'ai pas les prix. Là, je ne sais pas quelle valeur il avait, mais je pense que c'était quand même assez élevé. Ensuite, il est resté donc dans ce monastère un petit moment. Puis l'empereur d'Autriche, Rodolphe II, qui lui était un féru d'ésotérisme, il collectionnait beaucoup d'objets, de livres ésotériques, il s'intéressait beaucoup à l'astrologie notamment. Il avait je ne sais pas combien de voyants, bon, il était vraiment très attiré par l'ésotérisme et il a voulu à tout prix ce codex. Donc lui a réussi à le récupérer pour le faire entrer dans sa collection personnelle, enfin privée, en 1565. Sauf que dès qu'il a eu, en fait, il s'est retrouvé dans l'incapacité de régner. Il était tellement obsédé par ce codex qu'il n'en faisait plus son travail. Voilà, donc du coup, ben, il n'a pas très bien fini. Ensuite, le codex lui a été volé par l'armée suédoise en 1648 et l'armée en a fait cadeau à à sa reine, donc Christine. Et elle, qui était aussi, c'était quelqu'un de bonne vertu, qui avait une bonne culture générale. Elle lui a, elle aussi, voué un culte et une passion à ce codex pendant 10 ans, en fait. Et elle s'est retrouvée aussi incapable de régner. Et au bout de 10 ans, elle a tout lâché, elle a quitté son trône, et elle est partie, elle a tout abandonné, et puis elle est partie s'installer, elle est partie rentrer dans les ordres. Elle s'est consacrée à Dieu. Elle a tout abandonné. Donc là, c'était le 7 mai de mémoire 1697, je crois. Et suite à son départ, le palais a été complètement incendié. Et là encore, c'est une légende qui raconte qu'un valet aurait sauvé le codex en le jetant en le sauvant des flammes, donc en le jetant par une fenêtre du château. Sauf que là, on se dit, enfin, on ne sait pas, parce qu'il fait quand même 75 kilos. Le codex, il est assez gigantesque. Il faut être au moins à deux, en fait, pour le porter. Donc, est-ce que dans un moment, ça nous arrive aussi, on a une force décuplée quand on est dans le... Ouais, l'adrénaline rentre en jeu et on peut soulever des choses qu'on ne soulèverait pas habituellement. Voilà, donc là donc il a été jeté par la fenêtre, donc il a été sauvé des flammes. Après, on ne sait pas trop où il a transité. En tout cas, ça fait plusieurs années qu'il est maintenant sous bonne escorte et bien préservé à la bibliothèque royale de Stockholm en Suède. Alors moi j'ai lu une information, après c'est internet, hein, on peut trouver un petit peu de tout, mais effectivement il y a eu un incendie et le codex a été sauvé, jeté par la fenêtre, et d'après le témoignage d'un vicaire qui s'appelle Johan Erikssons, le codex, une fois jeté par la fenêtre, serait tombé sur un passant et l'aurait blessé. Non, il ne l'aurait pas tué, mais l'aurait blessé. Donc ça prolonge la légende autour de ce manuscrit qui n'apporte que des déboires aux personnes et aux sites qui se l'accaparent. Bah, surtout qu'en plus, à chaque fois, enfin, la page
de l'enlumineur du diable, de la représentation du diable, c'est une page qui est hyper noircie. Donc tout le monde pense en fait qu'il y a une malédiction sur ce codex par rapport à cette illustration et qui est la page la plus abîmée du codex. Toutes les autres sont plus ou moins bien entretenues, elles sont bien préservées, mais celle-là, elle est hyper abîmée, quoi. Ouais. Alors pour que nos auditeurs et nos téléspectateurs puissent se faire une idée, plus nos téléspectateurs, parce qu'auditeurs, ils ne pourront pas voir, il y a un site qui a mis en ligne, je crois que c'est la Bibliothèque royale nationale de Suède, qui a scanné intégralement ce codex, et donc il est disponible quasi intégralement. On va voir qu'il manque quand même quelques pages, mais il est en accès libre sur Internet. Donc vous retrouverez, les amis, sous la vidéo, dans le petit texte descriptif, le lien vers ce site, et vous pourrez à votre guise aller feuilleter le codex Gigas. Si vous arrivez à lire le latin, l'hébreu, etc., vous pourrez même le déchiffrer et voir qu'on a affaire à un livre particulièrement fourni et d'une qualité de calligraphie et d'enluminure qui est assez exceptionnelle. Donc voilà, n'hésitez pas à aller surfer sur ce site et aller parcourir le livre. Hop, je reviens à nous. On va partager une autre image, si tu veux bien, Stéphanie. Une image que tu m'as envoyée, j'étais assez curieux, et effectivement, dans ton livre, tu abordes cette thématique. Et ben, je vais te laisser nous expliquer la raison de cette image dans cette émission, et puis quel est le rapport entre ce qu'on va voir et l'histoire qui nous intéresse. C'est l'image d'une pierre assez atypique qu'on retrouve dans le mur d'une abbaye. Alors, oui, alors, je voudrais juste revenir un petit peu en arrière. Tu l'as dit justement, il y a quasiment toutes les pages Oui. dans ce codex. En fait, il en manque 8. Il manque la règle de Saint-Benoît. Voilà, ce sont des pages qui ont été arrachées et on n'en connaît pas encore la raison aujourd'hui. Est-ce qu'on peut imaginer, pour finir sur ces pages manquantes, est-ce qu'on peut imaginer que ces pages manquantes aient disparu lors du fameux incendie et que le livre ayant été balancé par une fenêtre ait pu perdre des pages? Ou est-ce qu'on peut imaginer à l'opposé que c'est pas accidentel et qu'il y ait des pages qui soient un peu plus tout aussi intenses et compromettantes que la fameuse page avec le diable dessus? Moi, je pense que ça a été intentionnel parce que par accident, c'est un peu difficile parce que c'est vraiment ces pages-là qui manquent, c'est toute la règle Saint-Benoît. Donc il n'y a vraiment que celle-là et je pense que ça a été volontaire. Après, par quel propriétaire du codex, par contre, on n'a pas l'info, je ne sais pas. Ouais, il a tellement voyagé, difficile d'extrapoler sur les causes, mais en tout cas, oui, il manque quelques pages dans le codex. On ne saura pas quelle était leur teneur. Eh ben, on pense que ce serait la règle de Saint-Benoît, la D'accord. fameuse règle. La règle de Saint-Benoît qui récapitule les commandements faits aux bénédictins? Oui, oui, mais tout, il y a je ne sais pas combien de règles, il y en a énormément. Il y en a une, enfin, il y a plein de règles qui vont intervenir sur la tenue vestimentaire, par exemple des moines, comment accueillir un novice, où est-ce qu'on le met en attendant qu'il passe ses grades, les tenues d'été, les tenues d'hiver, et qu'il ne leur faut pas deux tenues en même temps, que la tenue ancienne, il faudra la donner aux nécessiteux, leur façon de se comporter devant l'abbé, la façon de se comporter à table, les moments de silence qu'il faut observer, les temps de règle de prière, s'il y a beaucoup de temps de prière dans la journée, le travail, il y a énormément de règles, en fait, il y en a des dizaines et des dizaines. Et puis Saint-Benoît était quelqu'un de très... bon, outre le fait qu'il était très pieux, c'était un ascète, donc disons qu'il n'était pas du tout épicurien. Donc du coup, il encourageait ses moines à être comme lui. Donc c'était quand même aussi un style de vie assez difficile. Donc c'était le règlement complet de la vie d'un bénédictin. On a vu tout à l'heure que ensuite le manuscrit a transité par des monastères cisterciens et puis d'autres personnalités. On peut imaginer que le fait d'enlever ces pages ait été volontaire. Je dis bien encore une fois, on peut imaginer. Ouais. Mais c'est ce que je pense quand même. D'accord. Eh bien, nous arrivons sur cette fameuse photo. Cette pierre au milieu d'un mur qui ne ressemble pas du tout à celle qui l'entoure. Je te laisse nous expliquer de quoi il s'agit
et en quoi cette pierre a un lien avec le dossier que nous abordons aujourd'hui. Alors, cette photo a été prise à Saint-Cernin, donc ici à Toulouse. C'est une pierre non taillée. On dit qu'elle vient de Jérusalem. Et on dit aussi que dans toutes les basiliques en France, il y a une pierre non taillée dans les murs, dans leurs murs, les murs des basiliques. Quand on m'en a parlé, bon, mais de suite, je suis allée voir à Saint-Cernin, parce que je vis à Toulouse. Je suis allée voir cette basilique et j'ai trouvé la pierre tout de suite. Effectivement, je n'avais jamais fait gaffe. Donc, c'est une pierre, cette pierre est non taillée. Voilà. Et elle vient de là-bas, donc elle marque encore plus l'aspect originel et religieux du lieu. Alors, moi, j'ai parlé de la basilique de Saint-Cernin parce que la période du Codex Gigas correspond au tout début de l'Inquisition. Et on a eu, nous ici à Toulouse, le concile de 1229, où il y a pas mal de règles aussi qui ont été élaborées par des évêques envoyés par Rome pour chasser les hérétiques. Et c'est là où on a commencé à avoir des punitions terribles et puis les critères de condamnation en fait de ces hérétiques, comment on les reconnaissait. Et voilà, nous ça s'est passé ici. Donc j'ai consacré tout un chapitre quand même à Toulouse, mais c'est la Toulouse du XIIIe siècle. Voilà. Mais essayez d'aller regarder dans les basiliques autour de chez vous, voyez si vous trouvez cette pierre non taillée. Voilà, c'est ce qu'on dit. Et moi j'ai trouvé la mienne. D'accord. Et ça permet de rappeler effectivement que la période où a été écrite ce manuscrit, elle est bien précise. On est dans une période d'inquisition où on cherche à traquer le malin justement. Ouais. Et oui, le problème c'est qu'on le voit partout et qu'on demande même aux gens de dénoncer leurs voisins. Donc ça a été un petit peu, ça a un petit peu débordé. Tu l'abordes beaucoup dans ton livre à travers le personnage qui est le moine en charge, qui gère le monastère et qui se retrouve contraint Oui. par le pape de chasser, de traquer les hérétiques et de les dénoncer. Et ça nous plonge bien dans cette ambiance assez spéciale de l'époque où il fallait maîtriser, peser le moindre de ces mots en public sous peine de se retrouver au bûcher et d'autres supplices. Ouais. Ouais, c'est vrai que la Victoré, là, je l'ai voulu comme guide et maître d'Hermann, parce qu'Hermann était jeune quand même hein, quand il a écrit ce codex. Je voulais un ancien à côté de lui, Vittoré, qui lui aussi était confronté à ses propres démons, et là, il a été confronté malgré lui, parce que pour avoir une promotion, pour devenir évêque, en fait, il y avait une contrepartie derrière qui lui avait été cachée. Donc, il se retrouvait là à être presque membre d'un jury d'inquisiteurs, alors que c'était contre sa nature. Donc voilà, j'ai voulu vraiment aborder toute cette thématique, ce combat, encore une fois, entre le bien et le mal, et à travers nous, notre intérieur, et puis voilà, et ce qu'on vit. Alors des fois, c'est à cause de nous, c'est nous-mêmes hein, qui nous cherchons les soucis, mais d'autres fois, ça vient de l'extérieur. Donc comment gérer ça? Est-ce qu'on va jusqu'au bout? Est-ce qu'on se ment? Est-ce qu'on se renie? Par peur des représailles ou pour pouvoir plaire aux autres, ou est-ce qu'on reste fidèle à soi-même mais à quel prix? Voilà, c'est l'aventure Et ça humaine. résume bien le dilemme qu'a rencontré notre cher Hermann le Reclus. On va finir cette émission sur ton avis. Moi, je partagerai le mien, mon ressenti sur cette légende autour du Codex Gigas. Ton avis sur ce livre, ce qui s'est réellement passé, au-delà de toutes les caractéristiques qu'on a vues, qui elles sont factuelles, hein, la calligraphie homogène sur tout le livre, un travail immense, estimé à 20-30 ans, par une seule personne, donc on se rend compte là on a vraiment factuellement le doigt sur quelque chose d'assez mystérieux. Il y a toute la partie romancée, extrapolée, même si tu t'es appuyé sur beaucoup de faits pour le faire, on reste dans une partie fictive. Au final, toi, cette histoire d'Hermann, ce pacte avec le diable,
quel est ton sentiment profond sur l'origine de ce livre et son rapport avec le malin. Alors moi, je suis assez partagée. Parce que voilà, on a les résultats des études scientifiques qui sont complètement folles, voilà, qui nous disent que ben oui, c'est une seule personne qui a écrit ça, mais il aurait fallu des décennies. De l'autre côté, la légende du pacte avec le diable, moi je trouve pas que c'est si fou que ça parce que ça fait partie de notre histoire et puis ben voilà, c'est assez courant de passer un pacte avec le diable et puis on connaît les conséquences et puis on sait toute notre littérature euh, judéo-chrétienne en fait est aussi basée là-dessus. Donc je me dis encore une fois, c'est comme pour les dames blanches, pourquoi pas, mais je reste assez je reste divisée. Enfin, c'est vraiment c'est difficile parce que passer un pacte avec le diable, oui, tout le monde le fait, quasiment tout le monde. Enfin voilà, c'est à portée de tout le monde. Mais après, réussir à obtenir un résultat comme ça, après, je pense que ça n'a pas été fait en une nuit. À mon avis, ça a dû se faire quand même sur plusieurs années. Mais ouais, je reste sceptique et j'ai envie que cette histoire reste du domaine de la légende. De toute façon, il ne pourra pas en être autrement, à moins de faire un retour vers le futur. Ouais. À ce moment-là, je vais chercher ma DeLorean. Euh, Moi, je vais te donner mon avis sur cette légende du Codex Gigas, de comment je l'ai ressenti. Alors, je pense à travers l'étude du nom Herman le Reclus. J'ai réfléchi beaucoup sur ce nom de reclus. Reclus ne veut pas dire forcément emmuré dans le terme captif. Mm. Reclus, ça veut dire coupé du monde. Et Ouais. qui dit coupé du monde dit qu'il a pu se consacrer à une tâche immense, Ouais. coupé du monde, peut-être dans une cellule, mis à l'écart de tout le monde. Mm. Et quand je vois, là, j'ai repartagé à l'antenne cette page avec le diable, qu'on voit parfaitement emmuré, je me demande si Herman le Reclus n'a pas métaphoriquement exprimé la part de mal qu'il avait en lui, comme on a tous, hein, et qu'il l'a exorcisé en la couchant sur le papier et en écrivant ce manuscrit dans des conditions de réclusion totale. Donc je me demande si ce diable n'est pas plus une métaphore de la part du mal qu'on a tous en nous et qu'Herman a voulu exprimer sur cette page, plutôt qu'un pacte concret et cette fameuse légende comme on a pu la connaître. Je me souviens de la légende de Robert Johnson, le joueur de blues, qui est un des plus grands bluesman que l'Amérique et le monde ait connu, et qui était revenu, qui a disparu quelque temps, et qui jouait très mal de la guitare, et qui est revenu au bout d'un court laps de temps, et qui jouait comme un dieu, et toute une légende s'était construite autour de ce personnage qui serait allé au carrefour céder son âme au diable en échange de la capacité de jouer la guitare. C'est cette légende-là qu'on ramène à Herman. Je suis divisé entre cette fameuse légende, est-elle réelle, qu'on peut sceller un pacte avec le malin, lui céder notre âme en échange de ses faveurs et de capacités extraordinaires. Je ne sais pas si cette légende, on peut lui porter du crédit. Je dirais pas non totalement parce que personnellement, même un soir de fête, même à 4 grammes, je ne m'amuserais pas à contacter le malin pour lui céder quoi que ce soit d'une part de mon âme. Donc si je ne le fais pas, c'est bien qu'il y a une petite appréhension et peut-être une part de vérité. Ouais. Mais je ne sais pas quel crédit on peut apporter à cette légende. En tout cas, je pense qu'Herman a vraiment voulu exprimer cette part de mal qu'il avait en lui à travers cette fameuse page 229, il me semble. Voilà. Ouais, mais je te rejoins parce qu'on peut aussi effectivement interpréter cette illustration de cette manière. Et comme tu dis, on a tous une part sombre aussi en nous. Donc est-ce que lui, il a extériorisé comme ça? Après, on n'était pas en 1229, donc c'est, on saura pas C'est sa ça. mot de Mais l'histoire. on ne le saura jamais, c'est le principe du mystère, il faut laisser une grosse part. Exactement. En tout cas, Stéphanie, merci infiniment d'être venue partager ces infos sur le Codex Gigas avec nous. Merci Euh, à Avant qu'on ne se quitte, je vous remonte les amis ce livre. Hop.
Codex Gigas de Stéphanie Del Regno aux éditions Sibylline. Si vous aimez lire, alors cette fois encore on est dans un roman, c'est assez rare qu'on vous présente des romans sur Nurea TV, mais lui valait vraiment le coup parce qu'il est extrêmement bien documenté et qu'il est super bien écrit et super agréable à lire. Donc cet été sur la plage ou au frais, au fin fond de l'appartement avec un ventilo à portée de main pour ceux qui souffrent de la canicule, une très très bonne lecture, je vous la conseille chaleureusement. Stéphanie, un grand merci à nouveau. J'espère te revoir très bientôt pour de nouvelles discussions avec toi sur des thématiques toujours aussi mystérieuses. Et merci infiniment de nous avoir rejoints. Mais merci beaucoup à toi, Guillaume. Vraiment merci. C'était un plaisir. Plaisir partagé. Merci beaucoup Stéphanie. Merci à toi. Les Nuréens, merci à vous pour votre fidélité. Vous l'aurez compris, cette émission n'était pas en direct. Elle a été enregistrée quelques jours avant sa diffusion, ce qui nous permet de vous proposer des programmes durant tout l'été sans faire de coupure sur Nurea TV et de penser à toutes celles et ceux qui ne sont pas en vacances. Donc un grand merci pour votre fidélité en tout cas. On vous dit à très vite sur Nurea TV pour de nouvelles découvertes. D'ici là, n'oubliez pas, gardez les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. A très bientôt les Nuréens. Ciao!